Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'Artisium, mon partenaire. Artisium, c'est une coopérative belge pensée pour les freelances créatifs, que tu sois dans l'artistique, la technique, la production ou les métiers associés. Tu restes totalement autonome dans ton activité et Artisium prend en charge tout le reste. Fiscalité, comptabilité, juridique, assurance et toute la partie admin. En gros, Artisium devient ton unique intermédiaire, un cadre solide qui sécurise ton activité et allège ta charge mentale. Concrètement, ça repose sur 3 choses. Une rémunération optimisée, adaptée à ton style de vie, une gestion complète de toute la partie admin et fiscale, et une protection solide pour exercer ton activité dans un cadre sécurisé. Derrière ça, il y a une petite équipe à taille humaine, proche de ses coopérateurs et coopératrices et vraiment ancrée dans les réalités du secteur créatif. Pas de mauvaises surprises. Impôts, charges et obligations sont anticipés pour que tu puisses créer l'esprit tranquille. Leur objectif est simple, rendre ton activité professionnelle durable. Si tu veux exercer ton métier dans un cadre rassurant, entouré de personnes qui comprennent vraiment ta réalité, ça vaut la peine d'y jeter un œil. En tout cas, je suis trop fière qu'Artisium soutienne Compose. Toutes les infos sont sur leur site artisium.be et tu peux aussi réserver un call avec eux directement via le lien qui se trouve dans les notes. Allez, place à l'épisode. Compose, épisode 92. Je pense que c'est suite à mon vécu, le fait d'avoir eu ce burn-out, de vraiment me dire, je me suis vraiment sentie très seule, très perdue, un peu comme dans quelque chose d'obscur, un peu sombre, et de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que je suis arrivée là? Comment est-ce que ça se fait que j'ai pas écouté les signaux avant? Parce que mon corps, en effet, m'a donné des signaux, mais je ne l'ai pas écouté. Et en fait, toute cette remise en question, toute cette analyse, je me suis dit, mais c'est que logique, en fait, qu'aujourd'hui, ayant retrouvé ma voie, mon chemin, ma mission de vie, pour moi, c'est une logique limpide d'aller accompagner quelqu'un qui vient me voir ici en cabinet, qui me dit, mais Camille, je suis perdue, j'aime pas mon boulot, j'aime pas mon mari, je suis pas épanouie dans tel ou tel domaine. Mais pour moi, c'est logique, en fait, d'aller accompagner la personne, d'aller décortiquer ensemble, de voir mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que vous vous êtes retrouvés dans cette situation et quelles sont les solutions, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement vous en sortir et retrouver de la lumière dans votre vie, en fait. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Camille de Mulenard, kinésiologue, artiste et autrice. Ensemble, on a parlé de son burn-out et de la solitude qu'elle a ressentie, de la libération qu'a été la formation en kinésiologie, de la reprise de ses études en plein Covid, de ses 4 enfants et de son mari, de ce qu'elle a visualisé avant de se lancer en tant que kinésiologue, d'effets miroirs quand elle accompagne des personnes, de sa sensibilité, de la différence entre empathie et sympathie, de son livre « Ose », de ce que représente le statut d'indépendante pour elle, de lâcher prise, de respect et d'alignement, de ses peintures dont l'objectif est de donner de la lumière dans l'intérieur des gens, d'organisation, du fait que prendre du temps pour soi n'est pas un acte d'égoïsme, de charge mentale, d'oser. Juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose via Patreon, je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Camille d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci Julie. Tu es donc kinésiologue et aussi artiste et autrice d'un premier livre dont on va parler. Je voudrais qu'on revienne d'abord à la kinésiologie. Comment, en fait, tu es arrivée dans cette voie? Comment tu as voulu prendre soin des autres? Alors, en fait, c'est suite à mon burn-out. Donc, j'ai eu un burn-out juste avant le Covid. Je travaillais à ce moment-là dans le secteur bancaire et il y a un jour où mon corps a lâché, où je n'ai pas pu arrêter de pleurer, donc j'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Et en allant chez le médecin de famille, c'est elle qui m'a dit « Mais Camille, en fait, tu fais un burn-out parental et professionnel. Il faut que tu t'arrêtes et il faut que tu prennes soin de toi, que tu recherches ta voie, que tu prennes soin de toi, que tu dormes, que tu prennes du temps pour toi, pour t'apaiser. » Et en prenant justement ce temps pour moi, c'est là où 2 personnes m'ont parlé de la kinésiologie.
Et la deuxième fois, je l'ai entendu et j'ai été voir en fait une kinésiologue pour voir c'est quoi le métier, qu'est-ce qu'un kinésiologue fait, comment ça se passe au niveau du corps, au niveau du cabinet, de tout en fait, de la séance en soi. Et après, en fait, je me suis dit, oui, ça me parle de me voir ou de me projeter plus tard comme indépendant dans mon cabinet avec des personnes en one-to-one. Et du coup, j'ai fait des recherches pour la formation, les études. Et là, j'ai trouvé l'IBECA, qui est l'Institut belge de kinésiologie. Et je suis allée là-bas pour aller poser des questions, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait. Et en allant là-bas, je me souviens encore très bien, j'ai vraiment ressenti dans mon ventre, dans mes tripes, comme un feu d'artifice, comme des étincelles de me dire, waouh, je suis à la bonne place, même si je n'y connaissais rien du tout, je connaissais pas l'endroit, je connaissais pas les profs. J'ai juste ressenti que, j'ai encore des frissons, j'ai vraiment ressenti, c'est bon, c'est juste quoi, vas-y, rentre, ouvre la porte et rentre dans l'école. Et c'est là où j'ai commencé l'aventure de la kinésiologie. Donc, c'était des études de 3 ans, un module à la fois. Et puis, une fois qu'on a terminé un module, on peut passer dans un autre module. Et j'ai fait des super chouettes rencontres avec des chouettes personnes. J'ai pu travailler aussi pendant 3 ans sur mon sac à dos à moi, avec mes pierres à moi. Tout ce qui ne m'appartenait pas, tout ce que j'ai envie de libérer, tout ce qui me dérangeait, tout ce qui était trop lourd. Et en fait, ça m'a fait énormément du bien. Rien que de faire la formation, ça m'a libéré moi. Et puis par la suite, c'était logique pour moi de lancer mon cabinet et de pouvoir accompagner toutes les personnes qui en auraient besoin. Tu peux expliquer ce que c'est exactement pour les personnes qui, peut-être comme toi, ne connaissaient pas à ce moment-là? Oui. Alors la kinésiologie, en fait, on va aller libérer les stress émotionnels via le test musculaire. Donc en fait, ça dépend quel test musculaire on prend. Souvent c'est le deltoïde ou le brachioradial. Et en fait, on pose des questions au corps et en fait, le corps nous donne la réponse du stress en fait. Et en fonction de ça, on peut voyager dans nos protocoles, dans les différents modules et cours qu'on a pour aller voir où se trouve ce blocage. Qu'est-ce que le blocage a souvent besoin d'entendre, quelle est la technique qu'elle a besoin, physique, métaphorique, pour justement pouvoir sortir et libérer la personne. Et toi, comment tu t'es dit, ok, ça m'intéresse de l'apprendre pour moi, mais en fait, j'ai envie aussi de le transmettre aux autres, d'aider les autres. Pourquoi ce passage de l'autre côté, quoi, comme praticienne vraiment? Je pense que c'est suite à mon vécu, le fait d'avoir eu ce burn-out, de vraiment me dire, je me suis vraiment sentie très seule, très perdue, un peu comme dans quelque chose d'obscur, un peu sombre, et de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que je suis arrivée là? Comment est-ce que ça se fait que j'ai pas écouté les signaux avant? Parce que mon corps, en effet, m'a donné des signaux, mais je ne l'ai pas écouté. Et en fait, toute cette remise en question, toute cette analyse, je me suis dit, mais c'est que logique, en fait, qu'aujourd'hui, ayant retrouvé ma voie, mon chemin, ma mission de vie, pour moi, c'est une logique limpide d'aller accompagner quelqu'un qui vient me voir ici en cabinet, qui me dit, mais Camille, je suis perdue, j'aime pas mon boulot, j'aime pas mon mari, je suis pas épanouie dans tel ou tel domaine. Mais pour moi, c'est logique, en fait, d'aller accompagner la personne, d'aller décortiquer ensemble, de voir, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que vous vous êtes retrouvés dans cette situation, et quelles sont les solutions, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement vous en sortir et retrouver de la lumière dans votre vie, en fait. Et justement, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a mené à ce burn-out? Comment ça se fait que tu en es arrivé à ça? Alors, en fait, moi, je suis ergothérapeute de base, d'études. Les premières études, c'était l'ergothérapie. Puis j'ai fait un master en soins de santé en me disant, un jour, je vais ouvrir ma propre maison de repos. Donc, je crois qu'il y avait déjà un peu ce feeling d'entrepreneuriat, d'envie d'oser, de faire quelque chose d'autre, qui était là. Et puis, j'ai encore fait des études à Bruxelles dans la communication et la gestion. Et là, en fait, ça a ouvert, en fait, tout mon esprit. Enfin, c'est passé au-delà du paramédical. J'étais tellement dans le paramédical, dans tout ce qui était hôpitaux, maisons de repos, l'accompagnement des gens. Et dans ces études à Bruxelles, ça a ouvert un monde. Enfin, il y avait les ressources humaines, il y avait le monde bancaire, il y avait tout ce qui était communication, marketing, toutes des choses, en fait, que j'ignorais. Et puis, en terminant ces études-là, j'étais en fait aussi perdue en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais que j'ai pas envie d'être ergothérapeute, mais qu'est-ce que je peux faire avec mes diplômes? Et puis, on m'a recrutée dans un bureau de recrutement à Bruxelles.
justement pour recruter les profils bancaires et financiers, et j'ai adoré faire ça. Ça a été une super chouette expérience pour moi, très très chouette. Et ensuite j'ai rencontré mon mari, et c'est en rencontrant mon mari qu'on a acheté une première maison, qu'on a déménagé, et du coup j'ai changé de métier en allant moi-même dans le secteur bancaire, sachant que ma maman et mon grand-père ont tous les deux travaillé dans le secteur bancaire, donc c'était un peu familiarisé à la maison sans plus. Et puis j'ai adoré travailler dans le secteur bancaire, mais je n'ai pas cet aspect ou cette connaissance financière en moi. Moi, c'est vraiment le côté humain avec les gens dans la banque. J'avais mon portefeuille client. Moi, j'adorais créer ce lien avec ces gens. J'adorais les revoir tous les X temps pour refaire un point sur le portefeuille, mais aussi de parler de leurs enfants, les petits enfants, de nos vies privées. Et c'est en fait plus ça qui m'animait finalement que de voir tous ces chiffres, ces produits bancaires. Et voilà. Et donc, dans le secteur bancaire, j'ai eu mes 2 premiers enfants avec un écart de 15 mois, donc très rapproché. Et donc, je crois que mon corps physique était vraiment épuisé. Donc, je pense vraiment que je manquais de vitamines, de ressources, d'énergie, en fait, de sommeil aussi. Et ça a été très compliqué pour moi. Et puis, il y avait le secteur bancaire où, dans l'équipe, on était plusieurs dans l'équipe, mais suite à des congés, des maladies, on s'est retrouvés, en fait, très, très peu dans une agence qui tournait bien. Et en fait, il y a un moment où je me retrouvais à faire 3 fonctions. Je me retrouvais derrière le guichet. En même temps, j'étais au téléphone en train de répondre aux clients. Et puis là, à côté, j'avais mon portefeuille de clients. Donc, ça devenait en fait ingérable pour moi d'essayer de tout bien faire, surtout avec mon perfectionnisme et l'envie de bien faire les choses. Et je crois que tout ça a fait un mélange en fait où mon corps à un certain moment a juste dit maintenant ça suffit, stop. Et c'est là où j'ai dû réanalyser tout ça, essayer de comprendre et essayer de m'en sortir d'une certaine manière, quoi. Et comment ton corps a dit stop? C'est vraiment arrivé comme ça d'un coup? Alors, le plus flagrant, c'était vraiment un certain moment, c'était un jour le matin, je prenais ma douche et j'ai commencé à pleurer et en fait, j'ai pas su m'arrêter. Donc là, vraiment, je me suis dit, c'est bizarre, j'arrive pas à arrêter de pleurer, ça vient d'où ce mal-être, cette tristesse, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, j'arrivais pas à démystifier la cause ou d'où ça venait. Mais il faut savoir que avant ce fameux matin, il y a eu plusieurs signaux. J'ai eu plusieurs tendinites, j'avais plus trop faim, je mangeais moins, j'avais beaucoup maigri aussi. Et je pense qu'il y avait même d'autres signaux physiques, mais à force d'avoir tous des petits bobos, je courais chez un médecin spécifique pour un petit bobo, et puis un autre médecin pour un autre petit bobo, et il y a personne qui a vraiment vu la globalité, jusqu'à ce fameux jour où j'ai pleuré, et que mon médecin de famille m'a dit, mais Camille, enfin, au boulot c'est compliqué, à la maison c'est compliqué, ton corps est épuisé, maintenant ça suffit, en fait, ton corps, enfin, c'est comme un fil, c'est comme si l'élastique avait pété, et donc c'était à moi de voir, comment est-ce que je fais pour recoller les 2 morceaux. Et justement, quel a été un peu le processus? Enfin, en même temps, il y a eu ta découverte de la kinésiologie, mais voilà, quand tu as eu vraiment ce stop et que ton médecin, justement, a pu le comprendre, parce que c'est pas toujours le cas non plus, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Au début, je comprenais rien. Donc, je me suis vraiment dit, mais c'est pas possible, il faut que je retourne. Mes clients, ils attendent des réponses, ils ont besoin que je les appelle. J'avais des suivis qui étaient en cours, des dossiers qui étaient en cours. Donc, ça a été très compliqué pour moi, avec mon perfectionnisme et le sens du devoir, de me dire, j'arrête. Donc, ça a vraiment été inconfortable. Et puis au début, j'ai pas trop osé le dire autour de moi. Donc la famille, les amis, je faisais semblant que je travaillais parce que je savais pas très bien comment le dire. Je savais pas très bien ce qui m'arrivait. Donc si je comprends pas ce qui m'arrive, comment est-ce que je peux en parler? Comment est-ce que je peux montrer ce que t'es vulnérable, fragile? Et donc au début, je me souviens qu'il y a des moments où je rentrais, je déposais les enfants à la crèche, je rentrais à la maison et j'allais dormir déjà de 1 pour juste récupérer le sommeil en retard. Et puis petit à petit, je commençais à aller me promener avec le chien, j'allais dehors. Mais c'était très seul en fait. Enfin, je me souviens, toutes les promenades, c'était seul avec mon chien. Enfin, toute cette remise en question, c'était fort seul. Jusqu'à un moment, mais ça c'était quand il y avait le confinement, là je me suis dit il faut que je le dise à la famille, aux amis qu'en fait je ne vais pas bien, que ça ira mieux, mais que j'ai besoin du temps pour comprendre ce qui m'arrive et comment m'en sortir. Et donc ça m'a pris beaucoup d'énergie de faire ça. C'est pas toujours facile, je trouve, de montrer ses faiblesses ou ses moments plus compliqués. Et finalement aujourd'hui je me dis mais c'est bien d'avoir osé être soi totalement, même avec les moments plus difficiles.
Et c'est là aussi où on voit les vraies personnes, les personnes qui sont là, les personnes qui comprennent, les personnes qui sont bienveillantes. Et puis, il y en a d'autres aussi qui le prennent d'une certaine manière, qui n'est peut-être pas toujours bienveillante. Et c'est là aussi, quelque part, une leçon de vie. Voilà. Oui, comment tu l'as vécu justement quand tu l'as dit à tes proches? Qu'est-ce que ça t'a fait de le dire tout haut? Alors, je l'ai déjà dit quelques fois par message d'abord, parce que par message, pour moi, c'est plus facile que de le dire par téléphone. Et donc par message, j'ai eu pas mal de beaux messages en retour aussi en disant mais Camille, prends soin de toi, ça ira. Puis oui, il y a la famille proche, ma maman aussi, où je crois que je lui ai dit par téléphone en disant écoute, je sais pas comment je vais, ça fait quelques jours que je travaille pas, je pleure beaucoup, je vais pas bien. Enfin, en fait, je comprenais pas très bien, je pense en plus ce qui m'arrivait. J'étais tellement omnibulée par ces sensations, c'est un peu pas mal d'émotions en même temps. Et où il faut un peu gratter, aller démystifier ce qui arrive, enfin ce qui se passe vraiment et quelle est la cause derrière. Mais voilà, ça a été pour moi une leçon. Je le vois aujourd'hui comme une épreuve et comme une leçon de vie. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis de te reconstruire comme ça petit à petit? Je pense grâce à la formation de kinésiologie aussi, et puis oui, je dirais peut-être que grâce aux personnes qui m'ont accompagnée, genre j'ai eu un jour un massage aussi qui était un peu au-delà d'un massage, donc plutôt énergétique, je dirais, et toutes les petites infos qu'on m'a données à ce moment-là, en fait c'était des petites infos où j'étais plus loin, aller gratter plus loin, aller voir, aller me renseigner, et tout ça m'a fort aidé quoi. Donc aller au-delà, je pense juste du médical, donc genre plus dans l'énergie, dans les liens, dans les personnes, les contacts, le corps aussi, de refaire connexion avec mon corps, de me dire ok, ma tête et mon corps ils forment un, ce sont pas deux entités séparées, il faut qu'on trouve un moyen de communiquer ensemble aussi. Et comment tu as vécu justement ces études, de reprendre des études à l'âge adulte et de réétudier à nouveau? Comment tu l'as vécu? Alors, ça n'a pas été facile. Donc, voilà. Surtout avec des enfants. Des enfants en bas âge à la crèche, mais sachant que c'était à ce moment-là le confinement. Ah oui. Ça veut dire que les enfants étaient à la maison. Il y a eu pas mal de week-ends aussi où j'ai dû aller à l'école pour me former. Et donc, j'ai dû m'organiser, j'ai dû trouver de l'aide déjà avec mon mari. Puis après, il y avait, on avait droit à avoir, je sais plus s'ils avaient rouvert les crèches ou rouvert le contact social. Mais je sais qu'on a fait appel plusieurs fois aussi à une babysitteuse qui est venue des journées entières. Mon mari est alors parti travailler et alors moi je suis partie à l'école faire ma formation, donc ça a été compliqué. Je me vois encore un jour où j'avais, je crois que c'était un cours obligatoire, je pense en anatomie. J'avais le Covid à ce moment-là et donc j'étais super malade, mais c'était obligatoire et donc c'était en visio aussi. Et donc je me suis cachée dans une chambre à la maison avec l'ordinateur en visio. Et ils m'ont vu, ils m'ont dit ça va pas. J'ai dit ben non, ça va pas du tout. Enfin, je suis complètement à la masse. Et en fait, j'ai continué, quoi. En fait, je me suis dit, même s'il y avait le Covid, les 2 enfants en bas âge, le confinement, enfin, ça a été compliqué, je me suis dit, c'est comme si mon chemin, il était retracé, j'avais retrouvé mon chemin, et c'est comme s'il y avait des petits cailloux sur mon chemin. C'était pas des montagnes, c'était pas insurmontable, c'était juste, ah bah là j'ai le Covid, c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est un caillou. Je vais trouver un moyen pour contourner le caillou et continuer mon chemin parce que je sais que ça c'est juste, que c'est bon et c'est vers là que je vais, vers ma lumière à moi. Et donc il y a eu des moments comme ça, oui, plus compliqués, mais comme je disais, pas insurmontables finalement. Et ton mari justement, il était soutenant quand t'as repris ses études, quand tu sentais que c'était cette voie-là que tu devais suivre. Lui était, te soutenait dans cette aventure? Oui, un grand oui. J'ai des frissons parce qu'en fait c'est vraiment lui pour moi qui a été mon rocher. J'ai presque envie de pleurer tellement que c'était émotionnel. Mais ouais, c'était très très inconfortable cette période et je me suis vraiment sentie comme une petite moule qui était perdue et lui je le voyais comme mon gros rocher et je m'agrippais à lui en me disant il faut qu'il tienne bon parce que moi je sais pas, enfin je sentais plus le sol sous mes pieds quoi. Donc oui, donc c'est un mari, pour moi c'est un mari super qui est toujours là pour mes projets, mes idées, qui va jamais me dire non fais pas ça ou non ça n'ira pas. En fait, il me laisse faire, il me soutient, il s'organise, on s'arrange. Enfin, c'est hyper beau à avoir ça dans sa vie, quoi. Très chouette. Et quand ces études se sont finies, comment tu t'es lancée? Comment tu t'es installée en tant que kinésiologue?
Alors, dans la formation, à la fin du parcours, il y a quelques cours où où on prend le temps de visualiser son cabinet, de voir quelle est sa phrase clé, comment est-ce qu'on ferait le site web, combien de temps, quel serait le prix, enfin tout ça, il y a tout un cours. Et donc, dans ce cours, pour moi, ça a été assez clair, assez vite, en disant, OK, je vais m'installer comme ça. Donc, j'ai ouvert mon premier cabinet dans notre dernière maison, enfin la maison ici avant. Et en fait, c'était très clair pour moi que le bureau du rez-de-chaussée, ça allait devenir mon cabinet. Donc, je suis gentiment reçu ça de mon mari parce que c'était son bureau finalement. Donc, gentiment, il m'a dit, écoute, c'est bon, vas-y, lance-toi là, je trouverai un autre endroit pour travailler. Et donc là, j'ai visualisé ça plusieurs nuits d'affilée aussi dans mes rêves. Moi, j'aime bien visualiser le soir avant de m'endormir. Donc, vraiment de me dire, waouh, j'ai une baguette magique. Comment est-ce que je vais transformer cette pièce dans quelque chose qui m'appartient à moi avec mon cœur, mon âme, mon énergie. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent quand ils rentrent. Et donc, tout ça, ça a fait son petit chemin. Et puis, assez vite, je me suis dit, je vais mettre un tapis parce que je vais travailler avec des enfants. Je veux que ce soit doux. On va enlever les chaussures, donc on sera pieds nus. Donc, on aura cette douceur, cette connexion avec l'enfant aussi en touchant le tapis à deux. Et c'est très doux, un tapis. Et puis, il y avait la couleur aussi, où je savais rapidement, c'est cette couleur-là que je veux. C'est une couleur apaisante, calmante, sécurisante. Et puis, avec le goût de vie, avec le feng shui, j'ai aussi installé ma table d'une certaine manière pour que je puisse vraiment être dans mon élément, dans mon énergie. Et puis j'ai visualisé des files d'attente. Donc, je me suis dit, la pire peur que j'avais, c'est de me dire, je me lance. Quoi s'il y a personne qui vient? Quoi s'il y a personne qui m'appelle ou qui prend un rendez-vous? Et là, je me suis dit, non, c'est ma peur. Donc, je vais voir ma peur et je vais la rapetissir. Je vais créer ma petite graine de confiance et je vais l'arroser tous les jours. Et tous les jours, je visualisais, je fermais mes yeux en me disant, je vois une file de personnes devant ma boîte aux lettres dans la rue qui patientent pour son rendez-vous. Et je sais pas, je crois que c'est de l'énergie, des ondes, c'est l'envie que ça fonctionne, c'est y mettre son cœur, c'est y mettre son âme. Et voilà, et puis je me suis lancée naturellement en faisant ces choses-là. Trop bien. Et comment tu t'es fait connaître justement au début ? Je crois via Instagram, donc via les réseaux sociaux, et puis le bouche à oreille. Donc, en fait, j'ai une super acupuncteur qui aussi m'a suivie dans tout mon cheminement. Et en fait, elle aussi, elle m'a envoyé pas mal de personnes. Et puis moi aussi, j'ai envoyé pas mal de personnes parce qu'on travaille à deux. Souvent sur une personne, c'est hyper chouette. Parfois ça va plus vite. Et c'est aussi, pour moi, ce sont aussi des portes différentes. Donc j'adore travailler avec elle. Et elle m'a en effet envoyé pas mal de personnes. Puis il y a eu, je crois, mon médecin de famille aussi. Il y a eu mon pédiatre. Et puis le bouche à oreille, il suffit d'avoir une ou deux personnes qui sont super satisfaites de la séance, de l'impact que ça a eu dans leur vie, dans leur cheminement intérieur, qu'en fait, ce sont pour moi mes meilleurs ambassadeurs. C'est que chaque client ait un impact et une bonne séance et qu'il puisse sortir d'une manière plus légère ou plus réalignée, plus lumineux que ce qu'il est rentré. Oui, justement, tu parlais aussi des enfants. Donc, tu accompagnes vraiment bébés, enfants, ados, adultes, femmes enceintes. Oui. Pourquoi c'est ce public-là ? Pourquoi tu as décidé justement d'accompagner tous ces publics-là ? Alors en fait, je crois que j'ai rien décidé. Je crois que c'est l'univers et ma façon de travailler qui m'a emmené des gens. Tout ce qui est tous les bébés, tous les enfants en dessous de 5 ans, je travaille sur l'accompagnant, donc je travaille en transfert. Et pour moi, les bébés et les enfants en dessous de 5 ans, il faut souvent voir aussi la systémique, donc souvent voir le côté familial, comment sont les parents, comment est les cadres à la maison, les sœurs et frères. Enfin, en fait, j'essaye de prendre l'ensemble. J'essaye pas de que m'attarder sur un petit problème chez le bébé ou chez l'enfant. J'essaie de voir plus large, plus grand pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, de voir c'est qui la personne où il y a quelque chose qui va pas, la pierre qui coince dans le sac à dos. Ça arrive souvent aussi que les bébés ou les enfants qui viennent ici en cabinet avec la maman ou maman-papa ou que papa, ça arrive souvent que c'est l'accompagnant en fait finalement qui a besoin de la séance, qui a besoin de lâcher la pression, lâcher le trop-plein, lâcher la fatigue. Et donc voilà, je sais jamais à l'avance en fait ce qui va se passer en séance. Et puis, je suis pas mal de grands-parents qui viennent me voir, des grands-pères ou des grands-mères. Et là, souvent, ce que je sens, c'est que j'ai l'impression que
au fil des années, au fil de leur vécu, c'est comme si leur sac à dos était devenu un peu trop lourd en prenant rendez-vous chez moi, et que le but c'était vraiment de déposer ces sacs à dos, d'aller l'ouvrir et d'aller voir quelles sont les premières pierres, qu'est-ce qui fait qu'en fait ça devient trop lourd pour vous de porter. Puis j'ai aussi en effet suite à mon livre aussi pas mal de gens qui sont en burn-out ou qui vont vers un burn-out. Enfin, tout ça, c'est aussi lié à mon livre, je pense, lié à l'énergie que j'ai mis dedans, à mon parcours, mon vécu. Ici aussi, en déménageant, j'ai pas mal de gens aussi qui viennent me voir, qui ont déménagé, qui sont en déménagement, qui sont pas tout à fait ancrés, qui sont un peu perdus dans leur maison, dans leur endroit. En fait, j'ai l'impression que ce que moi je vis au niveau privé ou ce que moi j'ai vécu au niveau privé dans le passé, c'est ça qui fait. Il y a toujours une forme quelque part d'écho, un effet miroir chez la personne. Et donc c'est ça aussi que j'aime aussi trouver ou chercher dans la séance, de me dire tiens, c'est quoi, qu'est-ce que la personne est venue chercher chez moi, chez mon vécu, mon mal-être ou voilà, ou le fait que ça a été compliqué pour moi. Et donc j'ai pas un groupe spécifique. Je dirais plutôt que c'est ouvert aux personnes qui se sentent appelées par mon énergie, par mon histoire, par mon vécu, et qui ont envie vraiment de bosser sur soi. Et les femmes enceintes, c'est un public aussi spécifique. Toi-même, quand tu étais enceinte, du coup, tu as 4 enfants maintenant. Oui. Quand tu étais enceinte des 2 derniers, est-ce que tu as suivi aussi des séances comme ça de kinésiologie? Pour moi? Oui. Je réfléchis, je pense pas. Y a rien qui me vient là à l'esprit, peut-être plutôt post-accouchement. Okay. Pour pouvoir poser les mots après l'accouchement, après pour moi l'accouchement ça peut être un événement parfois traumatique. C'est un événement aussi joyeux, il y a plein de joie, il y a plein de bonheur, mais il y a quand même parfois des mots ou des mots de genre MOTS, mais aussi des MAUX. Donc pour moi, c'était plutôt post-accouchement, je pense, où j'avais besoin de libérer des choses parfois. Genre expliquer ce qui m'est arrivé, ou voir, tiens, qu'est-ce qui est bloqué, ou au niveau de ce qui s'est passé lors de la poussée. Enfin, c'est plutôt là, je pense, où moi j'ai été voir, genre, en effet, une kinésiologue ou quelqu'un dans des soins énergétiques pour moi-même aussi me libérer de ça. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'adore accompagner toutes les mamans enceintes et aussi toutes les mamans qui, justement, veulent être enceintes, mais qui ont un parcours parfois un peu plus compliqué, que ce soit PMA ou fausse couche. Parce qu'on travaille aussi avec l'âme du petit bébé, l'âme qui a envie de s'incarner dans le ventre de la maman, et j'adore accompagner ces âmes-là et ces personnes-là sur leur cheminement. Parfois, ça doit être prenant quand même au niveau émotionnel pour toi. Comment tu le vis quand tu accompagnes justement des périodes parfois un peu plus compliquées aussi de vie? Oui. Alors, c'est en effet, des fois, c'est mon côté sensible, hypersensible. Donc là, j'ai des frissons parce qu'en effet, parfois, c'est vraiment compliqué. J'essaye vraiment de me mettre plutôt dans une casquette de kinésiologue, donc de thérapeute. Quand c'est vraiment trop fort, des fois, je le dis aussi. Des fois, je le dis à la personne, voilà, ça me touche énormément. Rien que de mettre des mots dessus, ça apaise déjà quelque part à l'intérieur de moi mes émotions. Mais j'essaye de rester un maximum professionnel. Je ne suis pas leur copine, je ne suis pas leur maman. Et alors, il y a aussi pour moi la différence entre l'empathie et la sympathie, ce que j'explique souvent en séance. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un en effet d'empathique, mais c'est important de faire attention. Quand le client vient me voir et, imaginons la métaphore, la personne se trouve au fin fond du trou, j'ai 2 solutions. Soit je reste, donc je suis en dehors du trou, soit je saute dedans et on est à 2 en train de pleurer dans un trou. Et il y a personne qui va savoir nous aider. Soit je reste au-dessus, je jette une corde et je vais aller encourager la personne pour qu'elle puisse elle-même, avec ses ressources, sa responsabilité, avec ses compétences à elle, qu'elle puisse en fait prendre cette corde et aller grimper et sortir du trou. Et moi, je vais l'encourager, je vais retirer la corde à l'extérieur et je vais aller l'encourager pour la motiver, pour aller dire, je sais que tu sais le faire, je suis fière de toi, vas-y, mets ton pied, prends la corde, tire un bon coup. Enfin, et donc ça, c'est mon métier aujourd'hui, c'est de rester en dehors de ce trou et de pouvoir en fait raccompagner la personne vers ses ressources à elle qui sont à l'intérieur d'elle. Je crois dans les ressources de chacun, chacune. Et donc c'est important de pouvoir aussi l'emmener là-dedans. Qu'est-ce que ça te fait justement quand la personne progresse avec toi, quand tu vois justement l'évolution de la personne au fil des séances?
Mais ça me donne des frissons, quoi. C'est de me dire, purée, je suis quand même à la bonne place aujourd'hui, quoi. Enfin, merci mon burn-out aujourd'hui. Parce que dans le secteur bancaire, j'ai rarement vécu des sensations aussi fortes ou des situations aussi farfelues et aussi dingues des fois. Même avec le monde invisible, quoi. Enfin, c'est juste dingue ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais là, je suis vraiment fière. Il y a ma petite Camille intérieure aussi qui est en extase, qui est remplie de joie, remplie de lumière. Enfin, c'est beau, quoi. Je sais pas, c'est gratifiant, c'est rempli de lumière, rempli de douceur, rempli d'amour. Et quand je vois ces personnes, et surtout quand elles me le disent dans un prochain rendez-vous, de me dire, mais Camille, mais tu sais, depuis la séance dernière, j'ai fait ça, ou je suis comme ça, ou je vois la vie maintenant différemment, ou là j'ai pu dire non, j'ai pu mettre mes limites, j'ai pu m'écouter, j'ai pu me respecter, je me ressens alignée, je revis, enfin l'impact que j'ai sur les gens, c'est dingue. Enfin, quand je reçois ces retours, je me dis mais waouh quoi, waouh en fait. Enfin, je suis encore moi-même émerveillée. Enfin c'est beau quoi. Trop chouette. Tu parlais tantôt de ta mission de vie. Comment tu la définirais justement ta mission de vie? Alors aujourd'hui, je définirais ma mission de vie comme quelqu'un qui va aller accompagner une personne à rallumer sa flamme intérieure. Parce que justement, mon burn-out, je me suis sentie vraiment... j'étais vraiment dans un dark place, hein, c'était vraiment très sombre, il n'y a plus de lumière à l'intérieur de moi. Et même autour de moi, je voyais beaucoup de noir, hein, beaucoup d'obscurité. Et je crois que c'est vraiment ça, le fait de l'avoir vécu, le fait d'avoir retrouvé mes ressources, d'avoir libéré mon sac à dos, d'avoir rallumé ma flamme intérieure, ben c'est aujourd'hui, en fait, j'incarne pour moi mon vécu, mon passé, mon expérience de vie. Et c'est là où aujourd'hui, j'ai vraiment, cette idée-là, où en fait, j'ai envie de raccompagner la personne dans son noyau à elle, dans ses tripes à elle, et aller voir comment est-ce qu'elle peut rallumer sa flamme et comment est-ce qu'elle peut lui donner une plus grande place, une place pour oser briller à l'intérieur de soi et oser se sentir que c'est juste pour elle et oser sentir cette chaleur, cette flamme, cet amour et de dire mais en fait c'est important en fait de prendre du temps de se connecter à ça et de la laisser allumer toute sa vie. Ça veut dire quoi rallumer sa flamme intérieure? Et pour moi, c'est vraiment dans les tripes, quoi. Je vois ça vraiment dans les tripes, derrière le nombril. Pour moi, c'est là où il y a le siège de tout, quoi, le noyau. Et hier, justement, en séance, je disais à un client, c'est marrant que je parle toujours de cette tripe, de ce noyau, de ce ventre, de son nombril. Et hier, en parlant avec le client, je me suis dit, mais en fait, c'est logique, en fait, c'est le navel string, le truc ombilical, le truc avec lequel on est attaché à la maman, quoi. Voilà, le cordon. Et donc pour moi c'est normal que c'est là en fait, tout commence de là, c'est ça cet endroit, c'est le cordon quoi. Et donc c'est vraiment aller prendre soin de là et voir ce qu'il y a là chez soi. Et pour moi c'est là aussi où il y a notre petite voix intérieure, notre boussole intérieure. Et pour moi ça c'est quelque chose qui ne ment jamais. C'est là où pour moi il y a la vérité de soi. Et il faut juste prendre le temps de s'arrêter, de l'écouter et du coup de prendre des décisions en fonction du message ou de ce qu'on a reçu là-bas. Tu parlais de ton livre, Ose. Pourquoi déjà tu as décidé de te lancer dans cette aventure? Pourquoi tu as eu envie d'écrire sur ton histoire? Alors c'est mon enfant intérieur, je pense, qui m'a demandé de faire ça parce que la Camille adulte, voilà, je sais pas trop si je ferais ça aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt la petite Camille à l'intérieur de moi qui je sais pas, qui m'a donné cette info, qui m'a montré, voilà, vas-y, fais-le. Et puis la Camille adulte, c'est sûr qu'en séance, en kinésio, il y avait pas mal de concepts que je répétais. Pour expliquer aux gens, voilà, comment je vois la vie, voilà, dans votre cas, ceci, cela. Et à force de répéter ça plusieurs fois, je me suis dit, c'est un peu comme si j'étais une cassette qui tournait en boucle. Et je me suis dit, mais si ça parle aux gens individuellement, ça a peut-être intérêt de mettre ça sur papier pour que ça parlera à un plus grand nombre de personnes. Et puis mon enfant intérieur était super en extase, en joie, et étant enceinte là de la 4e il y a plus d'1 an, j'ai pris le temps justement de ralentir un petit peu au niveau de la kinésio, étant enceinte. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris mon ordi, que j'ai commencé à écrire en fait, écrire mon vécu, écrire les choses, les façons que je vois la vie, les différents principes qui m'aident aujourd'hui, qui m'accompagnent aujourd'hui dans ma vie. Et donc j'ai pris le temps de tout noter ça.
Et puis j'avais déjà commencé, c'est un petit peu dans le passé au ski, donc j'avais déjà une base sur laquelle je me suis que j'ai continué à construire. Et puis il y a un moment où j'ai vraiment senti qu'il y avait un beau truc. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Et puis j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit mais écoute Camille, contacte quelqu'un, va voir si ça a du sens ou pas. Et puis j'ai trouvé une super chouette fille, Mathilde, qui a relu tout mon Word, et qui m'a dit écoute Camille, ça tient la route, c'est sympa, c'est chouette, si tu veux je peux t'accompagner, enlever les fautes d'orthographe, te challenger. Des fois je donnais des exemples mais qu'un exemple, des fois c'était chouette d'avoir 2 ou 3 exemples. Des fois il fallait aller un peu plus loin, et donc en fait elle m'a accompagnée pendant plusieurs mois. Et ensuite, elle m'a mis en contact avec quelqu'un pour la mise en page. Et aussi une super chouette nana. Et du coup, j'étais plusieurs fois. Ça a aussi pris plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce que j'ai eu mon livre en main et que je l'ai senti en me disant, OK, c'est bon. C'est ça, c'est comme ça que je le voyais, c'est comme ça que je l'imaginais. Et pour la photo, déjà de mettre mon visage sur la couverture, j'ai dû oser me montrer comme ça. C'est pas un truc comme ça que j'aurais fait de base. Et puis ce qui est chouette, c'est que la photo, ça a été prise par ma belle-sœur aussi, dans l'arbre, dans notre nouveau jardin. Donc tout ça pour moi, c'est très authentique, quoi. Très authentique, très dans l'ancrage. Et aujourd'hui, en fait, je suis hyper fière parce que c'est vraiment, j'ai mis mon âme, mon cœur, mon énergie, mon vécu. Des fois, c'est un peu me mettre à nu, quoi. C'est montrer aussi ma partie vulnérable. J'explique aussi des passages qui sont un peu plus compliqués avec notre première fille au père. Et tout ça, j'explique en fait en disant voilà, là je me suis trompée, c'était une expérience de vie, c'était une leçon, aujourd'hui je le ferai différemment et c'est vrai qu'aujourd'hui on l'a fait différemment. Oui, justement, ça te faisait un peu peur, justement, de dévoiler comme ça cette intimité, de te montrer vulnérable aux potentiels lecteurs, lectrices? Oui et non, parce qu'en même temps, c'est qui je suis. Donc, je peux pas avoir peur de montrer, ça c'est Camille avec toutes ses facettes. Après, est-ce qu'il y a des critiques des gens? Je ne sais pas, je vais pas trop demander. Donc, chacun fait sa vie avec le livre, fait son petit chemin. Mais par contre, les retours, parce que je demande pas forcément ni aux séances, les retours, c'est quand eux me donnent un retour. C'est vrai que j'ai quand même vu pas mal de gens changer grâce à mon livre. Donc ça, pour moi, ça me réconforte aussi dans l'idée c'était une bonne chose, en fait, finalement, de l'avoir fait, de l'avoir mis au monde, d'avoir accouché de mon livre. Parce que ça a emmené les gens aussi vers leur audace, vers leur noyau, vers leur force intérieure, de dire des fois il faut prendre des décisions compliquées, des fois il faut installer ou mettre des limites. Et donc il y a des gens en effet qui en lisant mon livre ont fait ça. Il y a des gens aussi qui ont changé de voie professionnelle. Il y a des personnes des fois qui me disent mais Camille c'est un peu comme une bible. Je dis mais wow. C'est une bible. Parce qu'en fait des fois ils l'emmènent juste dans leur sac à main. Et ils le ressortent dès qu'ils ont envie de noter quelque chose dedans. Je parle aussi des endroits de bonheur. Dès qu'on est dans un endroit de bonheur, des fois on a envie de noter dans le livre, ça c'est mon endroit de bonheur. Je ressens ça. Je peux y retourner quand j'ai besoin de ça. Et donc voilà, donc c'est chouette de voir mon livre voyager dans toutes ses mains, dans toutes ces situations, dans toutes ces vies différentes. Ouais. Et c'est chouette parce qu'il y a vraiment un step entre toi qui vis ton burn-out et qui n'ose pas le dire à ta famille, et là qui écrit un livre pour justement parler de cette étape importante et de tout ce qui s'est passé ensuite, quoi. Tout à fait, oui. Et ça te fait quoi, justement, de voir le chemin de ça? C'est quelque part d'être fière de moi, de dire, mais en fait, j'assume qui je suis, en fait, c'est ça. Parce qu'on a tous, je suis convaincue qu'on a tous des problèmes, des défauts, des situations compliquées qu'on vit, mais c'est la manière comment on les traverse. Comment on les traverse, comment on le ressent, comment on le vit, comment on l'explique autour de nous. Et tout ça, on nous apprend pas à l'école. Donc là, je suis fière aujourd'hui de mon parcours et je continue à tracer mon petit chemin vers ma lumière, vers la lumière des autres, vers quelque chose d'authentique et rempli pour moi d'amour et de douceur. C'est vraiment ça aussi. Les mots ou la base pour moi dans la kinésio, c'est ça aussi, c'est d'accueillir en fait les personnes avec leur vécu, avec beaucoup de douceur et pas avec du jugement, juste avec de la bienveillance, avec de l'écoute, avec beaucoup d'amour, quoi. Ouais. Et tu le disais que quand tu étais dans le secteur bancaire, cette vie d'indépendance, ça te donnait un peu envie. T'avais des exemples déjà autour de toi de personnes indépendantes? Mon mari. En fait, mon mari est un indépendant né. Enfin, c'est dans ses tripes, quoi. Je sais que à vie, il sera indépendant, mais toute sa famille aussi.
son papa, sa sœur. On sent que dans chacun des membres de sa famille, même les gens qui sont employés, on sent qu'il y a quand même cette fibre d'indépendant et qu'il y a cette logique, cette envie. Et en voyant mon mari pendant toutes ces années, déjà avant mon burn-out, voir vivre en tant qu'indépendant, pour moi, en fait, quelque part, c'était clair aussi, petit à petit, que j'allais me lancer comme indépendant, sans chef, sans limite, en fait. Je trouve qu'être indépendant, c'est limitless. On choisit quand on travaille. Je travaille beaucoup plus étant indépendante aujourd'hui. Je travaille le week-end, le soir, en journée. Enfin, en fait, parce que pour moi, c'est ma passion. C'est ma passion. C'est qui je suis vraiment. Et donc, j'ai vraiment envie d'y mettre tout mon temps, mon cœur dedans. Tandis qu'en tant qu'employé secteur bancaire, il y avait un horaire qui était très prédéfini, un cadre, un carré. Des congés aussi, il fallait demander les congés, c'était pas toujours sûr qu'on allait les recevoir. Après, au niveau financier, c'est sûr que étant employé, pour moi, c'était beaucoup plus relax parce que je savais que tous les mois, cette somme-là arrivait sur mon compte, puis il y avait parfois des bonus ou des extras. Et donc, tout ça, je savais. Donc, pour moi, ça, c'est aujourd'hui le truc peut-être le plus compliqué, c'est de me dire, finalement, si les clients prennent pas rendez-vous, il y a pas de rentrée. Si finalement, les clients ou les personnes n'achètent pas mon livre, il y a pas de rentrée. Si les gens viennent pas en relaxation sonore, j'ai pas de rentrée. Donc, ça, c'est le point pour moi où je dois vraiment apprendre à lâcher prise et me dire, voilà, un mois n'est pas l'autre. Il y a aussi des périodes, voilà, les congés, les gens sont souvent en partie, où il y a des périodes où il y a parfois un peu moins de soucis, genre les rentrées d'école, etc. Et nous aussi, je le vois ici, donc je comprends bien les personnes qui viennent me voir aussi. Donc, c'est sûr que là, il faut que je m'adapte à ce rythme financier qui est différent aujourd'hui. Et tu as dû voir la différence aussi, justement, étant enceinte en étant employée et étant enceinte en étant indépendante, au niveau congé maternité, organisation aussi, j'imagine que ça a changé au niveau de la vie de famille. Oui, mais je dirais plutôt en mieux. J'ai pu plus m'écouter, m'adapter, genre ici quand j'étais enceinte des 2 derniers, donc genre en indépendant, j'ai pu plus m'écouter, donc plus m'accepter, m'aligner, me respecter, de me dire là en fait je suis fatiguée, donc je vais faire un peu plus mollo, je prendrai un peu moins de clients, ou des fois je faisais des siestes entre les clients aussi à l'heure de midi, et ça m'aidait énormément, donc c'était beaucoup plus dans le respect de soi. Maintenant du coup, comme je disais, financièrement ça avait aussi un impact. C'est pour ça aussi que je peins, que je suis artiste à côté. Voilà, donc il y a quand même 2 rentrées différentes. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus dans mon alignement, dans mon respect, dans ce qui est juste et bon pour moi, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi vraiment en devenant indépendante? C'est que j'ai besoin de collègues. En fait, ici, indépendante, j'adore mes clients. Mais c'est vrai que tout ce côté social, dans le secteur bancaire, il y a comme souvent des petits lunchs à midi, il y avait souvent des afterworks après le boulot, il y avait genre les fêtes, il y avait 1 ou 2 fêtes par an avec tous les employés de toutes les banques, de la Deutsche Bank du coup. Tout ça me manque énormément aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas. Et du coup, c'est de me dire, mais comment est-ce que je peux faire pour quand même avoir ce côté social. Et donc, je me suis aussi quelque part entourée aujourd'hui d'amis ou de personnes autour de moi qui sont indépendants. Et donc, il y a aussi des petits lunchs avec ces indépendants que je planifie tous les X semaines pour que j'ai aussi mon petit lunch avec quelqu'un qui est indépendante. Et puis, il y a aussi tout ce qui est networking. Donc là aussi, c'est quelque chose que je m'ouvre aujourd'hui à aller dans des networking pour aller justement avoir ces moments de partage, ces moments de convivialité et de me retrouver avec d'autres indépendants dans les mêmes sphères, quoi. Tu le disais, il y a aussi la peinture dans ta vie. Justement, comment ça arrivé la peinture? Mais aussi pendant le Covid, je dirais, parce que j'ai eu la possibilité de participer à un petit stage, c'était plusieurs lundis, je crois, d'affilée, pour peindre ma propre toile. Et en fait, quand j'ai fait ma propre toile, j'ai senti ce que ça m'a fait. En fait, j'ai senti cette liberté, j'ai senti cette joie, il y avait pas de perfectionnisme, il y avait pas de résultats, il y avait ce côté libre, ce côté joyeux, enfin. Et en faisant ce petit stage-là, je me souviens que je suis rentrée à la maison et que j'ai dit à mon mari, mais il faut que tu me crées un atelier de peinture dans la maison parce que j'ai besoin de cette bouffée d'oxygène, surtout avec le Covid à ce moment-là, c'était quand même très réglementé, ce confinement, c'était très nouveau dans un cadre, donc il faut avoir peur, il faut rester à la maison, il faut pas sortir, attention, la mort, le virus.
Et là, en fait, pour moi, ça a été la chose qui a contrebalancé cette peur et ce fait de me sentir prisonnière finalement. Et donc, mon mari à nouveau gentiment, mon mari, il a créé rapidement un petit atelier de peinture dans les garages à ce moment-là. Et puis c'est moi qui me suis développée. J'ai commencé à créer un nom. J'ai commencé à ouvrir mon compte Insta. J'ai pris des photos. J'ai commencé à peindre. J'ai montré ça. Et en fait, ça a pris une ampleur. Après, j'ai fait un site web. Les gens m'ont demandé des toiles aussi parce qu'ils avaient besoin aussi de couleurs, de joie dans leur intérieur. Et en fait, ça a pris forme comme ça. Et puis j'ai lancé ma kinésio. Et en fait, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin des deux. Parce qu'en kinésiologie, les gens viennent me voir souvent avec des situations compliquées, des problèmes, des choses qui sont lourdes. Et en fait, dans la peinture, j'ai pas du tout ça. J'ai ce côté hyper léger, hyper joyeux, hyper jovial, avec les couleurs, avec la texture, avec la création. Et donc, j'ai besoin d'avoir ces deux pôles pour tenir, je pense, sur la longueur, sur mon chemin. Comment tu définirais justement ton style en peinture ? Joyeux et lumineux. Vraiment, en fait, c'est qui je suis, je crois. Je réfléchis pas trop. Je lance et puis après, je prends ma toile une fois qu'elle est plus ou moins sèche et je la mets dans ma cuisine ou dans mon intérieur et puis je passe devant et puis je me pose des questions. Tiens, est-ce que j'aime pas? Ça me donne quoi comme énergie? Est-ce que ça me fatigue? Est-ce qu'elle est finie? Elle est pas finie? Enfin, et en fait, je peins des choses vraiment avec mon cœur et mon âme. Et le but là aussi, quelque part, c'est d'aller donner de la lumière dans les intérieurs des gens. C'est comme ça que tu as passé cette étape de peindre pour toi, pour que ce soit une passion, mais intime, entre guillemets, à dévoiler ton art aux gens. C'est dans cette optique-là? Oui, je pense aussi. Je pense aussi que ça a réveillé ma flamme intérieure à moi et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller rallumer les flammes intérieures chez les gens, mais aussi dans leur intérieur, vraiment je sais pas, d'augmenter la vibration, d'augmenter la joie, la couleur, la lumière et de faire ça à travers mes toiles aujourd'hui. Comment t'organises ton temps aujourd'hui entre la kinésio, les enfants, la vie de couple aussi, la peinture, vraiment, tout ça, comment t'organises ton temps? Alors, c'est pas évident. C'est parfois un casse-tête pour tout faire, pour faire en sorte que tout tient à la route. Mais je dirais qu'en temps normal, genre de septembre à juin, les enfants, ils vont à l'école, ils vont à la crèche. Enfin, tout ça, c'est assez organisé et chronométré. La kinésio, en fait, aujourd'hui, je ne travaille pas le lundi. C'est un choix que j'ai vraiment fait parce que j'ai remarqué que le week-end, il y a tellement d'enfants, il y a tellement de bruit, il y a tellement de besoins de tout le monde qu'en fait, je suis tellement dans le don, dans le quotidien, dans les même mes activités extrascolaires, la nourriture, les enfants, tout, qu'en fait, je sens que le lundi, j'ai vraiment besoin du silence. J'ai vraiment besoin de me retrouver chez moi et d'entendre, en fait, qu'il n'y a pas de bruit, et d'entendre que je suis seule et de le sentir que je suis seule et de pouvoir me dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Est-ce que c'est de faire une sieste? Est-ce que c'est d'aller au sport? Est-ce que c'est de me promener dehors? Est-ce que c'est de peindre? Est-ce que c'est d'appeler une copine? Est-ce que c'est d'aller manger avec quelqu'un? Est-ce que c'est juste de me mettre dans le canapé et rien faire? Donc, ce lundi, pour moi, c'est vraiment crucial. C'est aussi le jour où je remplis le frigo, voilà, où j'essaye vraiment de prendre du temps pour moi ce lundi. Et les autres jours, j'ai la kinésio. Le jour qui fonctionne bien avec mes clients, c'est vraiment le mercredi. J'ai souvent les parents le matin et l'après-midi, j'ai pas mal d'enfants qui viennent me voir. Et puis je travaille aussi le mardi et le jeudi et souvent je peins le vendredi. Ça dépend un petit peu. Des fois j'ai des clients le matin, des fois je peins que l'après-midi, des fois je peins des journées entières. Donc voilà, j'essaye de m'adapter un petit peu aussi en fonction de mon énergie. Je trouve que pour peindre aussi, il faut une certaine énergie, il faut de la lumière, il faut que je me sente bien, quoi. Je peux pas commencer une peinture étant toute fatiguée ou pas bien dans mon corps. Et la kinésio aussi, donc il faut aussi que j'ai du temps pour moi là entre et j'essaie aussi de prendre des petits moments de bien-être, donc de voir quand est-ce que je peux aller au sport, est-ce que c'est en soirée ou est-ce que c'est plutôt le matin, et de temps en temps je prévois un petit soin énergétique ou un massage pour que moi aussi je puisse libérer mes émotions, que je puisse sentir que mon corps il est ok, qu'il a assez d'énergie et que je suis alignée, quoi. Enfin, tout commence par moi aussi. Si moi je ne suis pas alignée ou si moi je ne vais pas bien au niveau émotionnel ou dans ma tête ou dans mon corps, je pense que je pourrais pas être une super kinésiologue avec la personne en face de moi. Donc je fais attention à tout ça. Et puis le couple, ça en effet, il faut que j'oublie pas le couple parce qu'on a tendance à beaucoup travailler tous les deux.
Et donc, c'est ce que je crois qu'on a eu une discussion il y a 1 ou 2 semaines de ça en disant, mais le couple, c'est important que peut-être qu'on bloque genre une soirée toutes les semaines où on sait, voilà, cette soirée-là, c'est que pour nous. Et qu'on quitte la maison aussi, qu'on fasse quelque chose, que ce soit se promener dehors ou aller prendre un verre ou aller au sport à 2. Mais c'est quelque chose où je dois aussi faire attention pour maintenir l'équilibre de tout le monde, quoi. Ouais, et en fait, ça montre que c'est possible de le faire malgré 2 vies d'indépendants et 4 enfants aussi. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous pas maintenez votre couple, mais entretenez votre couple. C'est en ayant ces moments vraiment rien qu'à vous deux. Tout à fait. Si on n'a pas ça, on sent qu'en fait, petit à petit, on s'éloigne un petit peu. C'est un petit peu comme si on se perdait un petit peu dans nos projets, dans nos vies, dans nos 2 casquettes d'indépendants, dans tout ce qu'on a, parce qu'on est tous les 2, je pense, très enthousiastes et très actifs. On a plein d'idées, on est tous les 2 très créatifs, je crois. Mais c'est important justement de pas s'oublier. Donc, en effet, on essaye de se voir une fois par semaine en soirée d'office. Et puis il y a des petits moments volés par-ci par-là. Et puis j'essaie aussi de mettre en place 1 fois par an un petit week-end rien qu'à nous 2. Parce que là aussi, on se retrouve sans responsabilité, sans enfants, sans engagement. Et là, on se retrouve comme on s'est connus dans le passé, quoi, avant tous les enfants, avant tout ce qu'on a vécu. Donc voilà, je pense qu'on doit travailler un petit peu à tout, et je crois que la clé de tout ça, c'est une organisation. Il faut l'organiser. Parce que pour moi, si je l'organise pas, le temps passe, et c'est qu'après qu'on verra en fait que finalement, zut, en fait, on s'est un peu perdu, on s'est un peu éloigné, et qu'en fait, ça emmène parfois plus de tensions ou de conflits. Donc, voilà, il faut juste le savoir et s'organiser. Et par rapport au moment vraiment juste à toi, t'es reconnaissante envers toi-même de t'octroyer ça, parce que voilà, ça peut aller vite justement d'être femme, épouse, d'être maman, d'être entrepreneuse. T'es reconnaissante vraiment envers toi de t'octroyer ces moments qui te régénèrent un peu? C'est grave de le dire, mais je crois que tout commence par ça. Parce que j'ai remarqué, mais on en fait... l'oublie souvent. Oui, j'ai remarqué qu'avec mon burn-out, quand j'allais pas bien, il y a personne qui allait bien. Genre, il y avait pas, si j'avais pas d'énergie pour cuisiner, ben, qui va cuisiner? Si j'ai pas d'énergie pour prendre ma voiture et faire des courses, c'est qui va faire les courses? C'est qui va chez les enfants? C'est qui va jouer avec eux? C'est qui va être heureuse d'accueillir tout le monde à la maison? Et donc, j'ai vu que quand j'allais pas bien, je me suis dit, purée, c'est moi, en fait. J'explique ça souvent aux clients, c'est de dire, je pense qu'une femme dans un ménage, je crois qu'on est souvent genre comme une lanterne. Et donc c'est important, c'est nous qui sommes un peu le pilier du ménage. Et donc c'est important que la lumière de la lanterne reste toujours allumée et que la lanterne soit ancrée et aille bien. Et donc aujourd'hui, je sais à quel point il faut que je fasse attention à moi. Et c'est pas être égoïste, c'est plutôt oser me choisir, oser mettre du temps dans mon bien-être, dans mon mental, mes émotions, mon corps, pour que moi, je sois optimale et bien avec mes enfants, avec mon mari, avec mes clients. Et donc aujourd'hui, je fais une priorité des fois de moi. Et c'est vrai que j'en parle dans mon livre Ose aussi, en disant c'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte pour moi d'amour envers soi et pour être encore mieux présente aux autres avec qui on a envie de donner et qu'on a envie qu'ils aillent bien. Et donc dans mon agenda, dans mon emploi du temps, je bloque des créneaux me time, juste de temps pour moi, et soit je mets une activité qui me fera du bien, soit je mets rien, et à ce moment-là, je vois ce que j'ai besoin. Et tu bloques vraiment ça dans ton agenda, comme ça, comme tu le disais, en fait, en termes d'organisation, comme ça, t'es sûre de le faire? Exactement. Comme ça, je suis sûre de le faire, parce que si je le fais pas, je vais laisser passer mes clients avant moi. Souvent, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Oh, je vais pas bien, est-ce qu'il y a un créneau last minute et tout ?» Et parfois, je peux me dire « Oui, j'essaie d'organiser, j'essaie de trouver pour placer la personne. » Mais il faut vraiment que là-dedans, moi aussi, je fasse une priorité de moi pour que je sois totalement bien, pour accompagner la personne et que je sois entièrement à l'écoute et entièrement là pour l'autre personne. C'est quelque chose que tu remarques beaucoup chez les gens que tu accompagnes aussi, c'est que les gens s'oublient, en fait, souvent. Exactement. Je pense que les personnes que je vois ici étaient un peu comme moi dans le temps. C'est vraiment de dire, des fois, on est tellement dans le sens du devoir, dans le je dois bien prester, je dois être là-bas, je dois être à l'heure là-bas, je dois emmener des collations à la crèche, à l'école, je dois faire ceci, je dois faire cela, qu'en fait, on est tellement dans le don, on est tellement dans on veut que tout le monde autour de nous aille bien, qu'en fait, finalement, on prend pas le temps de s'arrêter soi-même et de dire, mais comment est-ce que moi je vais?
Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que mes émotions sont bien? Est-ce que je sens de la paix? Est-ce que mon sac à dos il déborde ou pas? Et donc, on prend souvent pas ce temps de s'arrêter. Et c'est ce qu'on fait souvent ici en kinésio. La première chose, c'est souvent de se dire, mais comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que va votre sac à dos? Vos émotions, est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous êtes fatigué? Enfin, on fait un petit check. On commence par un check pour que la personne puisse déjà sentir, oui, je suis fatiguée physiquement ou émotionnellement ou mentalement, je suis à bout. Parce qu'il y a aussi cette charge mentale. Souvent, c'est quand même la femme qui porte cette charge mentale. Toutes les petites choses qui traînent dans la tête de dire, il faut pas que j'oublie ça, ou ceci, ou, vendredi ça, jeudi ça, mardi matin ça, l'école ci. Il y a tellement de trucs dans la tête qu'en fait, c'est rien que ça, pour moi, ça prend déjà une énergie dingue, en fait. C'est aussi dans cette optique-là que que tu proposes les séances de relaxation sonore, c'est offrir un me-time à ces personnes. Exactement. En fait, c'est offrir un moment où on arrête le mental. Parce que je pense que toutes les personnes que je vois, et moi aussi, mon mental, il tourne en boucle. Donc, il tourne tout le temps, il y a toujours bien des pensées, des trucs à faire, des trucs à pas oublier. Et du coup, comme je disais, ça fatigue le corps, ça prend de l'énergie de notre batterie. Et c'est aussi apprendre à éteindre ce mental, de trouver genre le bouton on et off, de pouvoir le trouver soi-même et de pouvoir trouver qu'est-ce qui fait que je peux pousser sur ce bouton off. Est-ce que c'est aller au sport? Est-ce que c'est nager? Est-ce que c'est de faire de la relaxation sonore? Est-ce que c'est faire du yoga? Et donc, je crois que c'est un chemin chez chacun d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne chez chacun. Et cette relaxation sonore, déjà, le donner, pour moi, c'est incroyable. J'adore le donner, de sentir je sais pas, cette douceur, cet amour, cette connexion entre ces personnes, de pouvoir leur offrir ce moment. Pour moi, c'est aussi m'offrir ce moment-là aussi, hein. Donc, pour moi, c'est donnant. Et puis, en effet, de voir que les personnes ronflent et s'endorment, ça, pour moi, c'est le Graal, en fait. C'est de me dire, waouh, la personne a trouvé le bouton off. La personne a trouvé les boutons off, et donc là, c'est juste le corps. Le corps reçoit les vibrations, le corps ressent cette douceur, le corps reçoit cette énergie, cette régénération. Et donc, pour moi, c'est ça, quoi. Et de voir après la personne qui me dit, je suis tout endormie, j'aimerais bien rester dormir ici. Mais oui, en fait, c'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on doit peut-être instaurer un petit peu plus dans le quotidien, là où on court tout le temps, là où on pense toujours à plein de choses. Mais c'est de trouver ces petits moments-là pour s'arrêter. Comment tu conseillerais justement aux gens de le faire? Enfin, quelqu'un qui ne se rend pas compte, fonce un peu tête baissée, justement, vers ce potentiel burn-out, etc. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire de facile, en tout cas dans un premier temps, qu'ils peuvent facilement incorporer dans leur quotidien? Je dirais déjà de s'arrêter, de oser s'arrêter, parce que souvent on s'en rend pas compte qu'on court. Et donc parfois il faut que quelqu'un le dise, peut-être plusieurs fois aussi, avant de l'entendre. Mais oser s'arrêter, oser s'asseoir et oser prendre le temps de se connecter à soi, à son cœur, à son noyau, et de dire, mais comment est-ce que moi je vais? Comment est-ce que ça va au niveau de mon énergie, au niveau de ma fatigue? Et puis la fatigue, c'est pas la fatigue, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue émotionnelle, il y a la fatigue mentale. C'est de décortiquer ça. Et on peut même donner un score de 0 à 10. 0, il n'y a pas de fatigue. 10, c'est qu'on est claqué. On a combien de 0 à 10 pour la fatigue émotionnelle? Et se poser la question. Et puis de faire la même chose pour la fatigue physique et mentale. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà un premier check, de dire est-ce que je vais bien ou est-ce que je suis dans le truc rouge, là, dans les réserves. Et puis aussi de dire, des fois, c'est important, des fois, de sortir et de juste, je sais pas, aller se promener et aller sans GSM, sans personne, juste seul, et d'employer nos 5 sens, de dire, je vois le oiseau, j'entends les chants des oiseaux, je sens l'air frais sur mes bras, je ressens ceci, je goûte ceci. En fait, c'est important de se reconnecter, je pense, aux 5 sens et de le faire en pleine conscience. Parce que quand on fonce comme ça, en fait, on s'en rend pas compte. Je pense que quand on fonce, on s'en rend pas compte qu'on fonce. Je m'en suis pas rendu compte non plus. Parce que pour moi, c'était d'une évidence. C'était, boulot, rentrée, dodo, c'était genre mon quotidien. Et puis, il y avait en plus le social, il y avait tout. Et puis, il y a toutes ces croyances. Je dois accepter l'invitation de mon ami. Je dois aller faire la fête jusqu'à des heures, même si je suis crevée et qu'en fait, j'aimerais juste aller dormir. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et en fait, on doit rien.
On doit rien, mais c'est une façon de comment on va le communiquer et comment on va faire que l'autre personne aussi se sente écoutée et comment est-ce qu'on peut se retrouver avec l'autre personne. Peut-être que finalement le soir, moi aujourd'hui, le soir je suis souvent trop fatiguée pour accepter des soupers. Mais aujourd'hui, je préfère inviter des gens à midi, je préfère inviter des gens l'après-midi, de passer un moment en famille avec les enfants ou peut-être juste avec les conjoints. Mais c'est donc de retrouver quelque chose qui fonctionne pour soi. Mm-hmm. Ce burn-out, finalement, il t'a permis de te retrouver? Tout à fait. Trop chouette. Et tu utilises souvent le mot « ose », et moi j'adore ça, étant donné que ça s'appelle « Compose », les gens qui osent créer. Il représente quoi pour toi ce mot « oser » ? Alors, oser, pour moi, c'est ultra fort au niveau énergie aussi. Ose, rien que le mot ose, c'est, je sais pas, je sens les poils se redresser. Pour moi, c'est, surtout avec mon livre, c'est ose être toi, ose sortir du cadre, ose t'écouter, ose prendre du temps pour toi, sans culpabilité aussi. Ose vivre ta vie, ose kiffer ta vie, ose faire des choses un peu farfelues, ose être différente, ose dire non quand c'est un vrai non, mais aussi ose dire oui. Ose dire oui parce que parfois on n'ose pas dire oui de peur. Genre tous les podcasts ou les interviews aussi que j'ai eues, en fait mon livre Ose m'a tellement sorti de ma zone de confort. C'est ça encore le pompon de l'histoire, c'est de dire j'écris un livre pour accompagner les gens dans leur cheminement, et finalement c'est le livre qui moi va aussi bosser sur moi, sur mes peurs, sur mes doutes, sur ose sortir du cadre, ose dire oui, ose prendre le train vers Montpellier toute seule et vas-y, laisse-toi interviewer, ose aller chez ABC Talk qui a pour moi aussi été quand même un gros challenge, ose être vu, ose se montrer, ose parler, ose être toi finalement. Trop bien. Ça va bien avec la dernière question, la question signature du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? J'aimerais oser lancer ma propre conférence et la faire devant plein de gens. J'ai déjà eu une fois une demande pour lancer une conférence, mais j'étais pas prête. Et j'aimerais vraiment que ce soit bien, que ce soit tout à fait moi, mon cœur, mon âme, mon énergie, que ce soit quelque chose de vraiment bien réfléchi. Et il faut vraiment que je sente le moment qui soit juste pour moi et de me dire, Camille, maintenant, vas-y, ose, montre-toi, lance-toi, vas-y, fais-le. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci Camille d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Merci aussi de partager le podcast autour de vous. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Alès. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.